Ma belle-mère a insisté pour s'occuper de mon fils handicapé pendant que je travaillais. Un jour, des voisins ont appelé le 911, il a été retrouvé attaché à une chaise, déshydraté. Quand j'ai montré à la famille les images de la caméra cachée de ce qu'elle faisait, toute la pièce est restée silencieuse. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La chaise de cuisine trônait au milieu de mon salon comme un marqueur de scène de crime, la corde pendant encore de ses accoudoirs en bois. Les poignets de mon fils de 7 ans, Colby, étaient tellement écorchés que le secouriste a dû être extrêmement délicat pour lui prendre le pouls. Son dispositif de communication, celui qu'il utilisait pour me dire « je t'aime » chaque soir, gisait brisé sur le sol. Les voisins, ceux qui avaient appelé le 911, étaient toujours dehors. Madame Patterson pleurait contre l'épaule de son mari à cause de ce qu'elle avait vu à travers notre fenêtre. Mais rien de tout cela n'était comparable à ce que j'allais montrer à ma famille 3 jours plus tard sur un écran d'ordinateur portable, un événement qui allait tout changer. Je m'appelle Mélodie et j'ai 34 ans. Je suis superviseur d'entrepôt dans un centre de distribution situé à 40 minutes de notre maison en banlieue de Cincinnati. Ce n'est pas un travail glamour, mais il paie suffisamment pour nous loger et couvrir les rendez-vous de thérapie incessants, l'équipement spécialisé et les factures médicales qu'implique l'éducation d'un enfant atteint d'autisme sévère. Chaque matin, je me réveille à 5h30, je vérifie que Colby a dormi toute la nuit, je prépare son emploi du temps visuel pour la journée et je lui sors ses vêtements dans l'ordre exact où il aime les mettre. La chemise bleue d'abord, toujours du bleu le mardi, puis son pantalon doux sans étiquette, et enfin son gilet à pression spéciale qui l'aide à se sentir calme. Colby est tout mon monde. Il ne parle pas avec des mots, mais il s'exprime avec ses mains, ses yeux et son léger fredonnement lorsqu'il est heureux. On lui a diagnostiqué un autisme non-verbal à l'âge de 3 ans, à peu près au moment où son père, Denny, a décidé qu'avoir un fils brisé était trop difficile à gérer pour lui. Tels furent ses mots exacts. « Je ne peux pas élever un enfant brisé, Mélodie. » Il a déménagé à Phoenix et envoie des chèques de pension alimentaire qui couvrent à peine l'ergothérapie de Colby. La femme qui allait finalement blesser mon fils d'une manière que je ne pouvais imaginer, c'était Francine, la mère de Denny, mon ancienne belle-mère. À 58 ans, elle avait l'apparence d'une grand-mère respectable, cheveux argentés toujours parfaitement coiffés, cardigan de chez Talby et un sourire que les amis de l'église trouvaient chaleureux, mais que j'avais appris à reconnaître comme manipulateur. Elle avait travaillé pendant 30 ans comme administratrice scolaire, le genre de personne qui se vante de n'avoir jamais vu un élève désobéir. Elle a pris une retraite anticipée avec tous ses avantages et une philosophie sur les enfants qui aurait dû être mon premier signal d'alarme, il n'y a pas de mauvais enfants, seulement des parents faibles. Lorsqu'elle a proposé de garder Colby pour la première fois, j'étais désespéré. La garderie spécialisée avait une liste d'attente de 2 ans, et je payais 19 $ de l'heure à une aide-soignante qui annulait à la dernière minute. Mes économies disparaissaient plus vite que je ne pouvais les reconstituer. Mes propres parents, Pete et Jérôme, vivaient à 2 heures de là, à Columbus, et travaillaient tous les deux à temps plein. Mon frère, Wade, était avocat en centre-ville, mais faisait des semaines de 80 heures. Et ma sœur, Simone, était administratrice de la santé, jonglant avec ses 3 propres enfants. Mélodie, ma chère, avait dit Francine, se présentant à ma porte un dimanche matin avec une boîte de biscuits fait maison que Colby ne pouvait pas manger à cause de ses restrictions alimentaires. Je sais que nous avons eu nos différends, mais ce garçon est mon sang. Mon petit-fils mérite mieux que des étrangers qui ne l'aiment pas. J'avais envie de lui rappeler qu'elle n'avait vu Colby qu'exactement 4 fois depuis le divorce, et une fois par accident dans une épicerie, mais le désespoir vous fait ignorer votre instinct. Francine, Colby a besoin de soins très spécifiques, ai-je expliqué. Il a des problèmes de traitement sensoriel. Il suit des routines strictes et le changement le bouleverse profondément. Quand il bat des mains, c'est qu'il est heureux. Quand il se balance, c'est pour s'apaiser. Ce ne sont pas des comportements qui doivent être corrigés. Elle a hoché la tête en sortant un petit carnet. Bien sûr, j'ai éduqué des centaines d'enfants, Mélodie. Je comprends les différents styles d'apprentissage. Cela aurait dû être mon 2e avertissement. Elle a parlé de « style d'apprentissage » et non de différences neurologiques. Elle voyait Colby comme un élève à éduquer, pas un enfant à comprendre. Le jour où j'ai finalement accepté qu'elle le garde, Colby avait été éveillé toute la nuit à cause d'une surcharge sensorielle due au feu d'artifice du 4 juillet. J'étais épuisé, sur le point de perdre mon emploi à cause des jours manqués, et elle se tenait sur le pas de ma porte, ressemblant à une planche de salut dans un cardigan violet. « Tu te noies, ma chérie ?» m'a-t-elle dit, sans méchanceté.
Laisse-moi t'aider du lundi au vendredi, de 7h30 à 17h30. Gratuitement. La famille s'entraide. J'ai dit oui. 3 mois plus tard, j'allais montrer à une pièce remplie de cette même famille des images de caméras cachées qui enverraient Francine devant un tribunal pénal et détruiraient l'image que tout le monde avait de la grand-mère respectable qui voulait juste aider. Mais ce mardi après-midi-là, lorsque l'ambulance est partie avec mon fils, je ne savais qu'une chose. La personne en qui j'avais le plus confiance avait été celle qui l'avait le plus blessé. La vie de mère célibataire signifiait maîtriser un millier de petits rituels qui maintenaient notre monde en place. Chaque matin commençait de la même manière. Colby se réveillait à 6h15 précise, non pas à cause d'un réveil, mais parce que son horloge interne fonctionnait avec une précision militaire. Je l'entendais dans sa chambre fredonner l'air de sa vidéo sensorielle préférée, un signal signifiant qu'il avait bien dormi. Les bons jours, il était déjà assis sur son lit, se balançant doucement, attendant que j'arrive avec son câlin de pression matinale, l'étreinte profonde et ferme qui aidait son système nerveux à se préparer pour la journée. Notre maison n'était pas grand-chose, une location de 3 chambres dans un quartier où les écoles avaient de bons programmes d'éducation spécialisés. J'avais peint la chambre de Colby d'un bleu doux, la nuance exacte qu'il avait indiquée chez Home Depot, l'une des rares fois où il avait montré une préférence claire pour quelque chose. Ses jouets étaient organisés dans des bacs transparents, étiquetés avec des images afin qu'il puisse trouver ce dont il avait besoin sans frustration. La cuisine avait des cartes visuelles sur chaque armoire indiquant ce qu'il y avait à l'intérieur. La salle de bain avait un tableau étape par étape pour le brossage des dents. Certaines personnes pourraient trouver cela excessif, mais pour Colby, cette structure signifiait la liberté face à l'anxiété. Après le départ de Denny, j'ai reconstruit toute notre vie autour des besoins de Colby. Mon travail au centre de distribution n'était pas la carrière de mes rêves, mais mon superviseur, Robert, avait un neveu autiste et comprenait quand j'avais besoin de flexibilité. La famille d'abord, Mélodie, disait-il lorsque je devais partir pour un rendez-vous de thérapie. Les colis ne s'envoleront pas. Le salaire était décent, $17 de l'heure plus les heures supplémentaires, et l'assurance maladie couvrait la plupart des thérapies de Colby. Pourtant, les quotes-parts s'accumulaient. Orthophonie 2 fois par semaine, ergothérapie 3 fois, thérapie comportementale le samedi. Mes cartes de crédit affichaient des soldes auxquels j'essayais de ne pas penser. Le matin où Francine m'a fait son offre, je venais de recevoir un appel de ma 3e aide-soignante en 2 mois me disant qu'elle avait trouvé un emploi mieux rémunéré. J'étais assise à ma table de cuisine, regardant ma feuille de calcul budgétaire, essayant de trouver comment faire fonctionner les chiffres. Colby était dans le salon, alignant ses petites voitures en rangée parfaite, une activité qui pouvait le garder calme et concentré pendant des heures. « Tu as l'air fatigué », avait dit Francine, entrant elle-même avec la clé de rechange que j'avais oubliée qu'elle avait encore depuis l'époque où Denny vivait ici. « Je vais bien », répondis-je automatiquement, fermant mon ordinateur portable pour qu'elle ne voie pas les factures en retard. Non, ce n'est pas le cas. Elle s'est assise en face de moi, son parfum, quelque chose de cher et de fleuri, emplissant la petite cuisine. J'ai beaucoup réfléchi depuis le départ de Denny. Je n'ai pas été la meilleure des belles-mères pour toi, Mélodie. Je t'ai blâmé pour des choses qui n'étaient pas de ta faute. C'était inattendu. Francine ne s'était jamais excusée pour quoi que ce soit pendant les 5 années où je l'avais connue. Quand Denny était jeune, a-t-elle poursuivi, j'étais tellement concentré sur ma carrière que j'ai manqué des choses importantes. J'ai des regrets, mais je suis à la retraite maintenant et j'ai le temps. Laisse-moi t'aider avec Colby. Francine, ce n'est pas juste de la garde d'enfants. Colby a besoin d'une surveillance constante. Il ne peut pas te dire si quelque chose ne va pas. Il est submergé par les bruits forts, les lumières vives, certaines textures. Parfois, il a des crises qui peuvent durer 1 heure. J'ai élevé 3 enfants tout en travaillant à temps plein, a-t-elle dit, une légère tension se glissant dans sa voix avant qu'elle ne l'adoucisse à nouveau, et j'ai passé 30 ans à gérer des centaines d'élèves, y compris beaucoup ayant des besoins spéciaux. Ce n'était pas tout à fait vrai. Elle avait été administratrice, pas enseignante en éducation spécialisée. Mais j'étais désespéré, et elle était de la famille, et elle était gratuite. J'ai passé ce premier dimanche entier à la former. Je lui ai montré comment Colby tapait sur sa poitrine quand il avait soif, se frottait le ventre quand il avait faim. Je lui ai montré comment utiliser son dispositif de communication, une tablette avec des images sur lesquelles il pouvait appuyer pour exprimer ses besoins de base. Je l'ai guidé à travers son horaire de médicaments, les signes de surcharge sensorielle, la manière spécifique dont il devait être redirigé lorsqu'il commençait des comportements répétitifs qui pouvaient le blesser. Cette couverture lestée aide quand il est anxieux,
ai-je expliqué. Et ce collier à mâcher est pour quand il a besoin d'une stimulation orale. Ne le retirez jamais comme punition. Francine a levé un sourcil. Je ne crois pas à la punition, Mélodie. Je crois à l'enseignement des conséquences. Quelque chose dans sa façon de le dire m'a serré l'estomac, mais j'ai repoussé ce sentiment. Ma mère, Pet, avait toujours dit que j'étais trop protectrice, trop rapide à supposer le pire des gens. Peut-être que c'était la façon de Francine de faire amende honorable, d'être la grand-mère que Colby méritait. Ce premier lundi, je suis restée assise dans ma voiture pendant 10 minutes avant de partir au travail, regardant par la fenêtre Francine s'installer sur le sol à côté de Colby, ramassant une de ses petites voitures. Il ne s'est pas éloigné, ce qui était remarquable. Peut-être, ai-je pensé, que cela pourrait vraiment marcher. Peut-être que parfois, les gens vous surprennent. Je n'aurais pas pu savoir que 3 mois plus tard, je serais en train de revoir des séquences vidéo qui me feraient comprendre que lorsque quelqu'un vous montre qui il est, vous devriez le croire la première fois. La première semaine a semblé être le miracle que j'avais eu peur d'espérer. Chaque soir en rentrant, Francine était assise sur le canapé avec Colby à proximité, généralement occupée avec son iPad ou à arranger ses jouets. La maison était plus propre que je ne l'avais laissée. Vaisselle faite, tapis aspirés, même la pile de linge perpétuelle avait été pliée et rangée. Francine me remettait une note détaillée sur la journée de Colby, ce qu'il avait mangé, quand il avait pris ses médicaments, combien de temps il avait fait la sieste, les activités qu'ils avaient faites ensemble. Il réagit bien à la structure, m'a-t-elle dit ce vendredi-là, son ton professionnel. J'ai mis en place un système de récompense. Quand il termine des tâches sans faire d'histoire, il gagne du temps d'écran. Colby ne comprend pas vraiment les systèmes de récompense de la même manière que les enfants typiques, ai-je expliqué doucement. Son thérapeute dit que son cerveau traite la motivation différemment. Tous les enfants comprennent la cause et l'effet, Mélodie. Il faut juste être cohérent. Dès la 3e semaine, de petites choses ont commencé à ne pas aller. L'enseignante de Colby, Mademoiselle Rodriguez, m'a prise à part à la sortie de son groupe de compétences sociales du week-end. Mélodie, je voulais prendre de ses nouvelles. Colby semble plus anxieux ces derniers temps. Il est réticent à s'asseoir sur des chaises pendant notre temps de cercle, ce qui est inhabituel pour lui. Quelque chose a-t-il changé à la maison? La même semaine, Colby a recommencé à faire des cauchemars, quelque chose que nous avions réglé il y a des mois. Il se réveillait en pleurant, se serrant dans le coin de son lit, ses techniques d'auto-apaisement habituelles ne fonctionnant pas. Lorsque j'ai essayé de le réconforter avec sa couverture lestée, il l'a repoussé violemment, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. Peut-être qu'il traverse juste une phase de développement, a suggéré Francine lorsque je l'ai mentionné. Les enfants testent les limites, même les enfants ayant des besoins spéciaux. Sa façon de dire « besoins spéciaux » sonnait toujours comme si elle disait « brisé ». Mais j'avais besoin de son aide. La liste d'attente à la garderie spécialisée n'avait pas bougé, et je venais d'être promu superviseur d'équipe, ce qui signifiait une augmentation de $2, mais aussi plus de responsabilités que je ne pouvais pas abandonner. Le point de rupture a commencé petit. Je suis rentré tôt un jeudi avec une migraine. La voiture de Francine était dans l'allée, mais quand je suis entré, la maison était silencieuse. Pas de fredonnement de Colby, pas de bruit de ses vidéos habituelles. Je les ai trouvés dans la cuisine. Colby était assis rigidement sur une chaise, les mains croisées sur ses genoux, les larmes coulant sur son visage. Francine était assise en face de lui, lisant un magazine. « Que se passe-t-il » ai-je demandé, ma migraine instantanément oubliée. Il a jeté son déjeuner par terre, a dit Francine sans lever les yeux. Il apprend que les actions ont des conséquences. Il reste assis là jusqu'à ce qu'il soit prêt à s'excuser. Francine, il ne peut pas s'excuser. Il est non-verbal et il ne l'a pas jeté exprès. Parfois, sa motricité dérape. Elle m'a finalement regardé et il y avait quelque chose de froid dans ses yeux que je n'avais jamais remarqué auparavant. Il est plus capable que tu ne le penses, Mélodie. Tes faibles attentes le freinent. J'ai immédiatement libéré Colby de la chaise. Il a couru dans sa chambre et s'est caché sous sa couverture lestée, ce qu'il faisait lorsqu'il était submergé. Il m'a fallu 2 heures pour le calmer suffisamment pour qu'il dîne. Je ne pense pas que cela fonctionne, ai-je dit à Francine le lendemain matin. Donne-lui du temps, a-t-elle insisté. Le changement est difficile, mais il apprend. Hier, il est resté assis tranquillement pendant 1 heure entière pendant que je faisais mes mots croisés. C'est un progrès. Cela aurait dû être mon dernier avertissement. Colby ne restait jamais tranquillement assis, sauf si quelque chose n'allait pas. Son état naturel était le mouvement, le fredonnement,
l'engagement avec son environnement à sa manière. Tranquille signifiait un effondrement. Tranquille signifiait une détresse. J'ai installé la caméra ce week-end-là, la cachant à l'intérieur d'un pot de plantes décoratif qui donnait une vue claire du salon et de la cuisine. Je me suis dit que c'était juste pour avoir l'esprit tranquille, pour voir comment Colby passait ses journées. Je l'ai même mentionné à Francine, le présentant comme une mesure de sécurité. Bonne idée, a-t-elle dit. Tu pourras voir à quel point il est bien élevé quand tu n'es pas là pour le couver. Les 2 semaines suivantes, j'ai vérifié les images sporadiquement. La plupart de ce que j'ai vu semblait normal, même si j'ai remarqué que Francine passait beaucoup de temps sur son téléphone pendant que Colby était assis seul, mais ce n'était pas de la négligence exactement. Il avait ses jouets, sa tablette, ses collations à portée de main. Puis est arrivé l'appel de Mademoiselle Harding, sa thérapeute comportementale. Mélodie, je suis inquiète. Colby montre des signes de réaction de traumatisme. Il est devenu craintif de la contention, ce qui est inhabituel car il trouve normalement la pression profonde apaisante. Est-ce que quelqu'un l'a tenu de force? Peut-être pendant une crise? Non, ai-je dit, mais mon estomac se tordait déjà. Laissez-moi vérifier quelque chose. Cette nuit-là, après que Colby se soit endormi, j'ai visionné une journée complète d'images du début de la semaine. Ce que j'ai vu m'a rendu malade, mais j'ai continué à regarder, téléchargeant tout parce que je savais que j'aurais besoin de preuves pour ce qui allait suivre. La femme en qui j'avais eu confiance n'était pas seulement stricte ou démodée. Elle traumatisait systématiquement mon enfant, et elle le faisait avec un sourire. Le mardi a commencé comme n'importe quel autre matin. Colby avait mangé son petit déjeuner, 2 morceaux de pain grillé coupés en carrés parfaits avec du beurre de cacahuète étalé uniformément jusqu'au bord, exactement comme il en avait besoin. Francine est arrivée à 7h30 précise, vêtue de son cardigan et de ses perles habituelles, portant son livre de mots croisés et ses lunettes de lecture. J'ai embrassé Colby pour lui dire au revoir, noté sa légère résistance à mon départ, mais je suis parti parce que j'avais une réunion obligatoire avec l'entreprise ce matin-là. Passe une bonne journée, mon doux garçon, ai-je dit, utilisant notre formule d'adieu habituelle. Il n'a pas répondu, se contentant d'arranger ses petites voitures selon un motif de couleur que lui seul comprenait. La réunion portait sur de nouveaux protocoles d'efficacité, le genre de non-sens corporatif qui exigeait la présence mais pas l'attention. J'étais en train de prendre des notes lorsque mon téléphone a commencé à vibrer. Un appel puis un autre. Les messages textes affluaient. Je l'ai mis en silencieux, prévoyant de vérifier à la pause. Mais ensuite, mon frère Wade a appelé 3 fois de suite, et j'ai su que quelque chose n'allait terriblement pas. Je suis sorti dans le couloir et j'ai écouté le premier message vocal de Madame Patterson, ma voisine de 60 ans, qui vivait à côté depuis 15 ans. Sa voix tremblait. « Mélodie, chérie, je suis tellement désolé de t'appeler au travail, mais quelque chose ne va pas. » J'entends Colby crier depuis l'intérieur de ma maison, fenêtre fermée. Cela dure depuis plus d'1 heure. Pas pleurer, crier, comme s'il souffrait. J'ai frappé à ta porte, mais personne n'a répondu. J'appelle le 911. S'il te plaît, rentre chez toi. Le trajet du retour a duré 23 minutes. Je le sais parce que j'ai regardé chaque seconde s'écouler sur l'horloge de mon tableau de bord, grillant des feux rouges quand je le pouvais, mes mains agrippant le volant si fort que mes jointures sont devenues blanches. J'ai appelé Francine 6 fois. Aucune réponse. J'ai appelé le téléphone fixe de la maison. Rien. Wade m'a rappelé pendant que je conduisais. Mel, que se passe-t-il? Madame Patterson a appelé maman et maman m'a appelé. Elle a dit qu'il y avait une ambulance chez toi. Je ne sais pas, ai-je dit, ma voix semblant étrange et lointaine. Francine gardait Colby. Je ne sais pas. Quand j'ai tourné dans ma rue, cela ressemblait à une scène de crime. 2 voitures de police, une ambulance, 3 camions de pompiers, des voisins debout sur leur pelouse, téléphone à la main en train d'enregistrer. Madame Patterson s'est précipitée vers ma voiture avant même que je ne sois complètement arrêté. Ils l'ont sorti, a-t-elle dit rapidement. Il va bien. Il est dans l'ambulance. Mais Mélodie, chérie, ce que j'ai vu par ta fenêtre arrière avant qu'il n'arrive, cette femme l'avait attaché à une chaise avec de la vraie corde. L'urgentiste, une jeune femme nommée Janessa, a été délicate en m'expliquant l'état de Colby, déshydratation sévère, brûlure de corde aux poignets et aux chevilles, signe de détresse extrême. Sa couche, qu'il portait toujours à cause du retard de l'apprentissage de la propreté lié à son autisme, n'avait pas été changée depuis des heures. Son dispositif de communication a été retrouvé cassé dans la poubelle. Nous l'emmenons à l'hôpital pour enfants de Cincinnati, a dit Janessa. Vous pouvez rouler avec nous ou suivre.
Je vais suivre, ai-je dit, car j'avais besoin de voir l'agent Rivera, qui documentait la scène. Madame, nous devons déposer un rapport, a-t-il dit, son carnet à la main. Votre voisine a signalé avoir entendu une détresse pendant environ 90 minutes avant d'appeler. Lorsque nous sommes arrivés, nous avons trouvé votre fils attaché à une chaise de cuisine au centre du salon. L'aide-soignante n'était pas présente. La porte d'entrée était verrouillée, mais la porte arrière était ouverte. Votre fils était incapable de communiquer ses besoins et présentait des signes de négligence grave. Où était Francine, l'aide-soignante? C'est mon ancienne belle-mère. Nous n'avons pas encore pu la localiser. A-t-elle des antécédents de ce genre de comportement? Mon téléphone a sonné. C'était Francine. Finalement. Je l'ai mis sur haut-parleur pour que l'agent Rivera puisse entendre. Mélodie, j'ai eu une urgence. Ma sœur Béatrice est tombée et j'ai dû me précipiter pour l'aider. Je suis sûr que Colby va bien. Il faisait la sieste quand je suis parti. Il était attaché à une chaise, Francine. La police l'a trouvé attaché à une chaise. Silence pendant 3 secondes. Puis sa voix a changé. Elle est devenue plus dure. Il faisait une de ses crises, il jetait des choses, il se frappait. Je le protégeais de lui-même. C'est une technique de contention standard. Pendant combien de temps l'avez-vous laissé? Je n'apprécie pas ton ton, Mélodie. Ce garçon est incontrôlable sans limites appropriées. J'ai fait ce qui était nécessaire. L'agent Rivera m'a fait signe de la faire parler pendant qu'il signalait à un autre officier. Francine, il y a des images de caméra de tout ce que vous avez fait. Elle a raccroché immédiatement. Ce soir-là, après avoir passé 4 heures à l'hôpital où les médecins ont documenté les blessures et la déshydratation de Colby, j'étais assise dans la cuisine de ma mère pendant que Colby dormait en toute sécurité dans la chambre d'amis, mon père veillant sur lui. J'ai sorti mon ordinateur portable et j'ai commencé à télécharger chaque minute d'images du mois dernier. Ce que j'ai trouvé était pire qu'un moment de perte de contrôle. C'était un schéma d'abus croissant déguisé en discipline. J'ai appelé Wade. J'ai besoin que tu organises une réunion de famille. Tout le monde. Demain soir. Mel, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons regarder ce qu'elle a fait à mon fils, et ensuite nous allons nous assurer qu'elle ne le fasse plus jamais à un autre enfant. Le mercredi soir à 18 h, 18 personnes se sont rassemblées dans le salon de ma mère. J'avais insisté pour que tout le monde soit là, Francine et son mari Hank, Denny, qui avait pris l'avion depuis Phoenix, l'air hagard et confus, mes parents Pete et Jérôme, mes frères et sœurs, Wade et Simon avec leurs conjoints, la sœur de Francine, Béatrice, et même le frère aîné de Francine, Carlton, qui était venu de Dayton. Ma mère avait préparé du café et des biscuits que personne n'a touchés. La tension dans la pièce était suffocante. Francine était assise dans le fauteuil à oreilles comme si elle tenait une audience, vêtue d'une robe marine et de son collier de perles, ressemblant en tout point à la grand-mère respectable qu'elle prétendait être. Tout cela est un terrible malentendu, a-t-elle commencé avant que je ne puisse parler. Mélodie a toujours été dramatique à propos de l'état de Colby. Le garçon a fait une crise. J'ai utilisé une technique de contention standard pour sa sécurité et j'ai dû m'absenter brièvement pour une urgence familiale. Béatrice, parle-leur de ta chute. Béatrice avait l'air confuse. Quelle chute? Francine, je ne t'ai pas vue depuis 2 semaines. Le silence s'est fait dans la pièce. Le visage de Francine a légèrement rougi, mais elle s'est rapidement ressaisie. Je voulais dire Margaret, notre cousine. Je me suis trompé. Arrête, ai-je dit, me levant avec mon ordinateur portable. Tout le monde doit voir ce qui s'est passé. J'ai connecté l'ordinateur portable au téléviseur de ma mère, mes mains stables malgré la rage qui montait dans ma poitrine. C'est ridicule, a dit Francine. Je ne consens pas à être filmé. Vous étiez au courant pour la caméra, lui ai-je rappelé. Je vous ai dit qu'elle était là pour la sécurité de Colby. Vous avez dit que c'était une bonne idée. Le premier clip a commencé un lundi matin, il y a 3 semaines. Colby jouait avec ses blocs sensoriels, les doux qui l'aidaient à rester calme. Francine s'est approchée et les lui a arrachés. Les garçons de 7 ans ne jouent pas avec des jouets de bébé, a dit sa voix enregistrée d'un ton sec. Lorsque Colby a essayé de les atteindre, elle lui a giflé les mains. Pas doucement. Le claquement sec a fait halter ma mère. Francine, a dit Hank, sa voix étranglée. Continuez à regarder, ai-je dit. Le clip suivant, Colby utilisant son dispositif de communication pour demander son déjeuner. La tablette disant d'une voix robotique, j'ai faim, s'il vous plaît. Sandwich.
Francine prenant l'appareil et le posant sur le dessus du réfrigérateur. « Tu peux parler ?» lui a-t-elle dit. « Je sais que tu peux. Tu choisis de ne pas le faire. Tu ne mangeras pas tant que tu n'auras pas utilisé tes mots. » Les images montraient Colby se tapotant frénétiquement la poitrine, son signe pour avoir soif, puis se frottant le ventre pour avoir faim. Francine assise à la table de la cuisine lisant son magazine, l'ignorant complètement. 2h17 se sont écoulées avant qu'elle ne lui donne finalement un demi-sandwich et une boîte de jus. Denny s'est levé, le visage pâle. « Maman, qu'est-ce que tu fais ? Il ne peut pas parler. Il a un autisme sévère. »« Assieds-toi, ai-je dit. Il y en a plus. » Les pires clips sont arrivés ensuite. Colby ayant une surcharge sensorielle, battant des mains, tournant en rond, émettant des sons aigus. Tous les comportements d'autostimulation normaux qui l'aidaient à se réguler. Francine l'attrapant par les épaules, le secouant. « Arrête d'agir comme un animal. Tu n'es pas un animal. Tu es un enfant. Agis comme tel. » Puis sont venues les images de contention. La première fois, elle a utilisé des torchons pour attacher ses mains aux accoudoirs de la chaise. « Tu vas t'asseoir ici jusqu'à ce que tu apprennes à rester immobile comme un enfant normal. » Elle l'a laissé là pendant 45 minutes pendant qu'elle regardait ses feuilletons, coupant occasionnellement le son de la télévision pour lui demander « Es-tu prêt à bien te comporter ?» La caméra a tout capturé, le visage terrifié de Colby, ses tentatives pour communiquer sa détresse, la façon dont il est finalement devenu complètement silencieux et immobile, se dissociant du traumatisme. « Jésus-Christ, maman !» a chuchoté Denny, les larmes coulant sur son visage. « C'est juste un petit garçon. C'est mon fils. » Mais je n'avais pas terminé. La dernière séquence vidéo était de mardi, la veille. Cette fois, elle a utilisé de la vraie corde du garage. Elle a attaché ses bras à la chaise, puis ses chevilles au pied de la chaise. « Ta mère te couve ?» lui a-t-elle dit, le visage près du sien. « Mais je sais mieux. Tu vas apprendre la discipline même si ça doit me tuer. 7 heures, une pour chaque année que tu as perdu à faire semblant de ne pas pouvoir être normal. » L'horodatage montrait qu'elle est partie à 12h47. Madame Patterson a appelé le 911 à 15h23. Près de 3 heures seule, attachée à une chaise, incapable de bouger, incapable d'appeler à l'aide, incapable même d'atteindre le verre d'eau qu'elle avait laissé moqueusement juste hors de sa portée sur la table. Lorsque la séquence vidéo s'est terminée, le silence était assourdissant. Tout le monde fixait Francine, qui était passée du rouge au blanc au gris. « Je l'aidais » a-t-elle dit, mais sa voix avait perdu toute autorité. « Les enfants ont besoin de discipline. Il doit apprendre. » « Apprendre quoi ? » Mon père s'est levé et je ne l'avais jamais vu aussi en colère. Comment être traumatisé ? Comment craindre les gens qui devraient le protéger ? Carlton, le frère de Francine, a parlé pour la première fois. « Francine, c'est ce que papa nous faisait. Tu ne te souviens pas ? La corde, la chaise, les heures passées à nous faire dire que nous n'étions pas assez bien. »« Mais je ne l'ai pas fait, » a-t-elle dit désespérément. « Mes enfants s'en sont bien sortis. »« Vraiment ?» a demandé Denny. « Maman, je suis en thérapie depuis 5 ans pour gérer ce que tu appelles de la discipline. Et maintenant, tu as fait pire à mon fils, à un enfant handicapé qui ne peut même pas nous dire ce que tu lui as fait. » Hank a été le premier à partir ce soir-là, mais pas avant d'avoir dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Il a regardé Francine, sa femme depuis 35 ans, et a dit « Je ne sais plus qui tu es. Peut-être que je ne l'ai jamais su. » Il a déménagé la même semaine et a demandé le divorce dans le mois. Leur mariage n'a pas pu survivre à la révélation de qui était vraiment Francine sous les perles et les cardigans. L'affaire pénale a progressé plus rapidement que je ne l'avais prévu. L'agent Rivera avait été minutieux dans sa documentation, et la procureure, une femme nommée Patricia Chen, qui avait un frère autiste, a pris l'affaire très à cœur. Francine a été accusée de mise en danger d'enfant, de séquestration et de maltraitance d'une personne handicapée. Son avocat, reconnaissant probablement la montagne de preuves vidéo contre elle, lui a conseillé d'accepter un accord de plaidoyer, coupable de toutes les charges, 5 ans de probation, 300 heures de travaux d'intérêt général, spécifiquement dans des programmes de sensibilisation au handicap, et une interdiction permanente de contact non supervisé avec des mineurs. Le jour de sa condamnation, elle s'est tenue au tribunal et a dit qu'elle était désolée si quiconque avait mal compris ses intentions. Pas désolée pour ce qu'elle a fait, juste désolée que nous n'ayons pas compris. Le juge a heureusement décelé l'hypocrisie. « Madame Francine, a-t-il dit, la regardant par-dessus ses lunettes.
J'ai examiné des heures de séquences vidéo montrant la maltraitance systématique d'un enfant vulnérable qui ne pouvait pas parler pour lui-même. Vos intentions n'ont pas d'importance. Vos actions le sont. Cet accord de plaidoyer est généreux, et je vous suggère de profiter de cette occasion pour comprendre véritablement le mal que vous avez causé. Denny a surpris tout le monde en déménageant définitivement à Cincinnati. Il a accepté un travail moins bien rémunéré, mais a dit qu'être près de Colby était plus important que l'argent. Il a commencé une thérapie avec le Dr Morrison, spécialisé dans la dynamique familiale de l'autisme, et a lentement commencé à construire une véritable relation avec son fils, sans essayer de le réparer ou de le rendre normal, mais en apprenant à entrer dans le monde de Colby au lieu de forcer Colby à entrer dans le sien. Je l'ai laissé tomber une fois, m'a dit Denny lors d'une des séances de thérapie de Colby. Je ne le laisserai pas tomber à nouveau. Ma famille s'est mobilisée d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. Wade et sa femme, Kelly, ont commencé à prendre Colby tous les samedis pour que je puisse avoir une pause. Simone a utilisé ses relations dans le domaine de la santé pour faire admettre Colby dans un programme de communication innovant à l'hôpital pour enfants de Cincinnati. Mes parents ont vendu leur maison à Columbus et se sont rapprochés, transformant leur sous-sol en une salle sensorielle où Colby pouvait s'autostimuler et se réguler en toute sécurité. Mais le changement le plus remarquable a eu lieu chez Colby lui-même. Le traumatisme était réel, et il a fallu des mois de thérapie spécialisée pour y faire face. Le docteur Patel, son thérapeute spécialisé dans les traumatismes, a expliqué que même les enfants non-verbaux internalisent les abus, parfois plus profondément parce qu'ils ne peuvent pas les traiter verbalement. Nous avons dû reconstruire son sentiment de sécurité à partir de zéro. 6 mois après ce terrible mardi, Colby a fait quelque chose d'extraordinaire. Utilisant son nouveau dispositif de communication, une tablette plus avancée avec texte prédictif, il a tapé une phrase complète pendant le dîner de famille. Grand-mère Pet et grand-père Jérôme me rendent heureux. Francine m'a fait peur. Je suis en sécurité maintenant. Nous avons tous pleuré. Même Wade, qui se targue d'être stoïque, a dû quitter la table pour se reprendre. J'ai appris quelque chose de vital à travers ce cauchemar, faites confiance à votre instinct. Chaque signal d'alarme que j'ai ignoré, chaque sentiment inconfortable que j'ai mis de côté était mon intuition essayant de protéger mon fils. J'avais laissé le désespoir l'emporter sur mon jugement. Et Colby en a payé le prix. Maintenant, je sais que mieux vaut qu'une aide néfaste, et que les liens familiaux ne garantissent pas les bonnes intentions. J'ai aussi appris le pouvoir de la vérité. Cette séquence vidéo, aussi horrible qu'elle ait été à regarder, a donné une voix à Colby lorsque la sienne lui a été volée. Elle a montré à notre famille qui était vraiment Francine, dénudant des décennies d'images soigneusement gérées. Elle a protégé d'autres enfants d'elle car les dossiers du tribunal sont publics. Et plusieurs parents de son ancienne école m'ont contacté avec leurs propres histoires de sa discipline. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, Colby s'épanouit dans une école spécialisée où la différence est célébrée, et non punie. Il utilise couramment son dispositif de communication, a des amis qui le comprennent, et surtout, il sait qu'il est aimé exactement tel qu'il est. Il ne parle toujours pas avec sa voix, mais il n'en a pas besoin. Il a une centaine d'autres façons de nous dire ce qui est dans son cœur. Francine vit seule dans un petit appartement maintenant, éloignée de presque tout le monde. Elle envoie parfois des lettres, insistant toujours sur le fait qu'elle essayait d'aider. Croyant toujours que forcer la normalité sur un enfant est de l'amour. Je les jette sans les ouvrir. Certaines personnes n'apprennent jamais que l'amour ne consiste pas à faire en sorte que quelqu'un corresponde à vos attentes. Il s'agit de les accepter tels qu'ils sont et de les aider à s'épanouir en tant qu'eux-mêmes. Mon fils a été attaché à une chaise par quelqu'un qui prétendait l'aimer, laissé seul et effrayé, incapable de crier à l'aide. Mais il a survécu. Nous avons survécu. Et notre histoire est devenue un témoignage de la vérité. Chaque enfant, quelle que soit sa capacité, mérite dignité, respect et amour véritable. Si vous avez trouvé de la valeur à entendre notre histoire, veuillez aimer cette vidéo et la partager avec d'autres qui pourraient avoir besoin de l'entendre. Vos commentaires et expériences sont importants pour cette communauté que nous construisons. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires réelles qui mettent en lumière ce qui se passe lorsque nous prenons la défense de ceux qui ne peuvent pas se défendre eux-mêmes. Merci d'avoir écouté notre parcours.